Alors, quand est-ce que j'ai commencé à écrire de la poésie? En fait, ça s'est fait d'une manière progressive. En fait, moi, au départ, je suis plasticien, je suis un artiste. J'ai fait la peinture, j'ai fait des installations. Et j'avais un projet avec le FRAC Alsace, c'est le Fonds régional d'art contemporain. Et pendant un an, j'ai fait une installation. C'est une sorte de colonne Maurice, comme ça. Mais une colonne Maurice, donc j'avais dessiné la structure, et c'était une colonne Maurice avec une base carrée. Et elle avait des couleurs, il y avait un côté où il y avait des couleurs, et puis trois faces où il y avait des images, des affiches avec des photographies et des textes. Et en fait, chez moi, je vivais sur un lit de camp, je dormais sur un lit de camp, et je projetais une image au-dessus de mon lit de camp, et je vivais avec une image, et je me réveillais, j'avais l'image, c'était mon éclairage en fait. Je me servais d'une sorte de projecteur pour m'éclairer dans la pièce. Et donc je projetais mon image, que j'avais choisie, définie. C'est aussi un processus, pourquoi cette image? J'avais toute une réflexion. Et j'écrivais des textes que j'associais à l'image sur une affiche. Donc l'affiche était une image avec un texte assez court, hein, ça pouvait être même une phrase, voilà. Et c'était déjà de la poésie. Et en fait, j'ai vécu pendant un an comme ça. J'étais chez moi, je m'éclairais avec une image et je construisais, je me baladais dans cette image et j'écrivais. Donc en fait, j'avais trouvé une sorte de moyen comme ça où j'écrivais et je montrais dans la société, pas sous forme de livre, mais sous forme d'une colonne Maurice dans un espace d'exposition, un FRAC. Et tous les mois, j'allais refaire un collage d'affiches avec mes images et mes textes que j'avais écrits. Donc j'avais trouvé un autre moyen que la publication sous forme de livre pour faire vivre mes textes. Alors j'ai fait ça pendant un an, je me suis éclaté, c'était super. C'est ça qui m'a vraiment incité à entrer dans l'écriture avec Jean-Luc Godard. J'ai adoré l'histoire et l'histoire du cinéma par exemple. La création de Jean-Luc Godard qui introduit énormément dans ses scénarios qui ne sont pas des scénarios évidemment, dans ses films, la notion de l'écriture, du texte, la mémoire de l'histoire de la littérature. Donc il introduit sa connaissance littéraire, il joue avec, elle fait partie de ses films. Et ça m'a donné envie. C'était quelle année? Ça m'a donné l'amour des mots. Quelle année, c'est vieux maintenant, les années 90? Oh non, parce que je raconte 2000. 2005. Et première publication d'un poème ou d'un recueil, c'était quand? Pas si vieux que ça en fait. Mon premier recueil, c'était il y a 5-6 ans, quelque chose comme ça, la poésie sonore, Mona Lisa Escobar. C'est-à-dire que j'ai eu une grande période, parce que je suis un performeur, je me considère comme poète, performeur dans les mouvements de la parole. Comme disait Bernard Hitzik, qui est un poète sonore, il faut sortir la poésie de ses draps du livre. Donc en fait, pendant une longue période, j'ai performé, j'ai déclamé en public. Donc j'écrivais des textes poétiques, sonores, que je faisais vivre en public, sur scène, mais que je ne publiais pas. Voilà. Et les auteurs qui t'ont marqué? En poésie sonore, Bernard Hitzik, j'aimais bien, j'adorais. Julien Blaine aussi. Il avait un rapport différent dans le cadre de la poésie sonore. C'était à égalité de la poésie et de la performance.
Bernard Hitzig, c'était différent. C'était une déclamation poétique, sonore. C'était pas des performances. Tandis que Julien Blaine, il y avait toute une théâtralité dans le cadre de la poésie sonore. Performance, c'est comme ça qu'on dit. Une véritable performance contemporaine associée au mot. Et j'ai adoré des trucs. Et comment tu écris tes poèmes, ton approche poétique, ou comment tu réalises tes performances, la préparation? Là, j'ai un peu abandonné la poésie sonore parce que je trouve que les murs sont trop difficiles à faire tomber. Donc je suis un peu sorti. Comment? Alors, en fait, je construis. En fait, je sais pas comment je construis ma poésie sonore. Je suis avec moi-même. Je malaxe. Je travaille dans mon cerveau, dans mes pensées. Je mets les choses en place et après je m'amuse. En fait, je vis dans ma chambre et mon univers. Enfin, en tout cas, à l'époque, c'était comme ça. Ma chambre était l'univers, le petit royaume. Et donc, je tournais en rond et toute la créativité sortait dans ma chambre. Avec un disque vinyle, une coupe de champagne, quelques huîtres. Et je partais. Voilà. Et après, une fois que le texte est écrit, je prépare mentalement la performance, je la construis. Donc en fait, il n'y a pas de... C'est des performances où en fin de compte, tout est préparé. Il y a une forme d'improvisation sans improvisation. C'est un peu... Et après, je reste naturel. C'est-à-dire que le corps du poète est libre, il est là, il agit instinctivement en relation avec les mots, avec la déclamation, la vocifération. Et le corps se met en action synchronisée avec la diction. Et tu travailles sur tes poèmes ou bien ça sort tel qu'elle est ou tu laisses Ouais, si je travaille. Ça veut dire quoi travailler? Si je refais 36 fois, j'écris énormément. Non, ça vient souvent du premier coup. Hein, c'est faux et c'est vrai, ça dépend des jours. Je sais pas trop tellement définir. Non, je suis pas un mec, un laborieux. Je suis pas ça vient assez comme ça. Après, je fais des corrections. En fait, à partir du moment où je suis chaud et que j'ai commencé à écrire les choses, c'est pas moi qui écris, c'est ma main. Je pense que c'est une notion que tout auteur, tout écrivain a. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est la main qui écrit, c'est plus le... Il y a quelque chose comme ça. Et voilà. Mais bon, j'ai pas beaucoup de ratures. J'en ai... Après, j'ai oublié, en fait. Alors, j'ai une partie que j'ai écrit des trucs à la main sur mes murs. Une époque, j'écrivais sur mes murs avec des feuilles. Puis après, je reprenais, puis j'écrivais à la machine à écrire. C'est mon ordinateur, je veux dire. Mais ça, c'est la poésie sonore. C'est-à-dire que je n'écris pas de la poésie sonore comme j'écris la poésie de facture classique. Par exemple, là, dans Conversation journalière aux éditions Les Lieux-Dits, il y a de la prose et des entre-poèmes. Des poèmes de facture classique. Et donc là, c'est plus le même rapport. C'est parce que la poésie sonore, comme elle est déclamée, il y a une musicalité de l'oralité qui se met en place. Comment je sais faire ça, je ne sais pas. Mais bref, il y a une musique, même si c'est des poèmes, par exemple, si j'ai fait de la poésie sonore autour de l'art contemporain, l'art moderne. C'est une narration assez chaotique. Il y a une narration sous-jacente, mais il faut lire tout le poème pour la ressentir. C'est quelque chose de subtil, comme ça. Il y a une forme de chaos. Là, c'est des poèmes de facture classique et que j'écris dans l'intimité de la pensée. Dans l'intimité, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas. C'est des poèmes qui ne sont pas écrits pour être déclamés, mais pour être entendus dans son cerveau, comme on lit aujourd'hui. Aujourd'hui, on lit dans l'intimité, l'intérieur de soi. On ne lit pas haute voix en général. On lit, voilà. Et donc, c'est plus du tout le même style, c'est plus du tout la même approche, c'est autre chose. Comme pour moi, la prose, c'est encore autre chose. La prose, moi, je suis un contemplatif, donc j'écris beaucoup autour de... Je suis un professionnel de
capter les choses et donc je les rentre, je capte des choses d'une fraction de seconde et je les absorbe complètement jusqu'au fond des tripes. Alors je vois les tripes des gens que je capte en une fraction de seconde, je les ressens et je les traduis d'une forme de narration. Ça, c'est encore autre chose. Donc la prose, c'est une chose, la poésie de facture classique, c'est encore une chose, et la poésie sonore, c'est encore une chose. Voilà. Et qu'est-ce que tu penses de la poésie actuelle francophone? Tu peux diviser en poésie sonore et poésie classique. Il y a des poètes que j'adore. Sodome et Grammaire, par exemple. Comment il s'appelle Enfin, le titre du recueil, c'est Sodome et Grammaire. Mais il y en a plein. Alors, en fait, j'ai pas grand-chose à dire sur les autres. Parce que moi, je lis beaucoup de poèmes. Je les ressens sur le coup, comme ça. Je les absorbe, je les adore. Ils me passionnent. Et quand je passe à autre chose, j'oublie. Je mémorise pas mes lectures. Elles sont effacées. Elles sont... quand je les lis, je prends tout. Je mange tout. J'absorbe tout. Et après, pouf, je suis assez comme ça. Donc en fait, j'ai pas grand-chose à dire sur le travail des auteurs. Les auteurs que j'ai lus 6 mois, je sais même plus que je les ai lus, par exemple. Voilà. Alors il y en a quelques-uns que je garde en tête, mais très peu. En général, voilà, j'oublie parce que je suis passé à autre chose. Je suis un homme anxieux, j'ai beaucoup de préoccupations, donc tout ça c'est un brouillard qui peut faire que le plaisir des mots, je l'emmagasine, je le malaxe, mais il s'évanouit. Donc en fait, j'ai pas grand chose à dire sur les auteurs. Et puis en vieillissant, je suis de plus en plus introverti, contrairement à ma personnalité extravertie qui adore le contact humain. Et en fait, j'ai une sorte de procédé comme ça. Je sens ces petites vagues, jour après jour, qui m'éloignent de l'autre et qui me rendent dans un isolement. Et donc, c'est ça que je veux dire. Parce qu'en fait, moi, pour moi, la poésie, c'est par exemple, quand je lisais, comment il s'appelle le dimanche, l'hiver, assis sur un banc, où mon seul dialogue de toute la semaine, c'était la lecture du poète, en fait. Parce que j'ai connu ça. L'isolement et la lecture du poète. La lecture, c'était ma conversation avec un être humain, en fait. Même si je lis pas énormément, je suis pas un grand lecteur, mais voilà. Sinon, il y a chaque poète, c'est une poésie différente. Et qu'en penses-tu de la traduction? Je suis contre. Parce que moi, j'ai lu Shakespeare, le sonnet numéro 13, je crois, ou 23, je ne me rappelle plus, en plusieurs traductions. C'était ça. Il y en avait une qui était excellente, que j'ai adoré. Et sinon, j'ai lu des traductions, ça n'avait rien à voir. C'est pas le même texte. À partir de là, je me suis dit non, mais parce que si avant j'ai lu des traductions en français d'écrivains américains ou je ne sais quoi, mais sans me poser la question. Mais depuis que j'ai fait ça une fois avec un sonnet de Shakespeare, j'ai dit mais non, je ne vais lire que la littérature francophone. Est-ce que la poésie est une nécessité pour les autres, pour les gens? Ah, pour certains. Pour moi, c'est un plaisir de vie. C'est un nirvana gratuit qui n'apporte rien, qui ne vous construit pas dans votre vie. Enfin, si, qui vous construit dans votre vie, pardon. Qui vous construit dans votre vie, mais qui n'est pas marchandisable. Je veux dire, c'est de l'ordre de l'humanité. Et après, est-ce que ça apporte au lecteur? Oui, évidemment. Parce que moi, je suis lecteur aussi, ça m'apporte des choses. Bon, après, les amoureux de la poésie, est-ce qu'il y en a? Il y en a peut-être de moins en moins, j'en sais rien. C'est un sentiment que j'ai, c'est mon aigreur comme ça, amère. Il y a de moins en moins de gens qui aiment la poésie. Mais
On était la dernière fois au marché de la poésie à Place Saint-Sulpice à Paris. En fait, il y avait beaucoup de monde, il y avait même la queue pour montrer. Donc en fait, c'est un peu faux, il y a beaucoup de gens qui aiment la poésie. On s'en rend pas compte. Parce que le poète, il vit dans l'humanité, dans son réseau, dans son, dans son univers qui ne peut pas être mondialiste. Hein. D'ailleurs, la mondialisation c'est un mot qui appartient aux économistes. Le mot pour la poésie, c'est planétarisation. C'est un poète italien qui a décrit ça. La poésie, c'est la planétarisation. Donc c'est cette humanité avec des petits réseaux partout, grand comme un humain. Hein. Tu peux faire 50 km, ton réseau est à 50 km, tu vis dans une ville, moi je vis uniquement dans une ville, à Strasbourg, je sors rarement de Strasbourg, donc mon réseau c'est Strasbourg. Mais voilà, ça dépend des gens, il y en a qui font le tour du monde, mais bon, je connais pas beaucoup de poètes qui font le tour du monde. Mais... Et donc voilà, donc le mot c'est planétarisation, c'est le mot humaniste. Le mot mondialisation appartient aux économistes. Enfin, c'est des gens qui n'ont pas d'âme. Est-ce que j'ai répondu à la question? Oui. Et nous étions au marché de poésie Saint-Sulpice 2021. Totti s'appelle, le poète italien. Totti. J'aimerais bien avoir tes impressions. C'est pas la première fois que tu participes au marché de la poésie. De Paris? Oui. Ah si, c'est la première fois. C'est la première fois. Alors, si je peux prendre quelques impressions, tes impressions. J'ai bien aimé, j'ai rencontré des gens. J'ai vu Julien Blaine, Patrick Dubost. Julien Blaine, il y a moi qui l'ai reconnu. Il passait. Julien Blaine, c'est un peu la star de la poésie sonore. Et Bernard Hitzig, Julien Blaine, un James Chaton qui ne se considère pas comme un poète sonore. Maintenant, c'est un Italien, c'est Giovanni Fontana, le plus grand poète sonore. Mais Julien Blaine, maintenant il a un certain âge, mais c'est toujours le plus grand poète sonore. Donc j'ai vu arriver dans la foule, là, Julien Blaine, il était super content que je le reconnaisse en fin de compte. Et moi j'ai adoré jouer à jeu avec lui. Parce que j'ai beaucoup de respect pour son travail, j'ai adoré, je me suis éclaté à regarder des DVD, à lire ses livres, parce que livre DVD en fait. Et j'ai parlé un peu avec lui, c'était super. Rien que ça, c'était magique. T'étais là, Paris, Place Saint-Sulpice, et je croise un mentor que j'ai découvert. J'ai pris énormément de plaisir à le découvrir dans ma chambre avec les bouquins que j'avais commandés sur internet, que j'avais achetés je ne sais où. Voilà, rien que pour ça, c'était magique. C'est ça la magie de la poésie. Après, j'ai vu une jeune poétesse sonore, faisait des performances, on a discuté, on était tout de suite sur la même longueur d'onde. Tac. À la première phrase, on se comprenait. C'est ça qui était génial. Non, mais j'ai croisé pas mal quelques personnes, c'était super. Magique. Une seule journée, j'ai dit, c'était énorme. Ça sortait de cette vie où parce que le poète, il est quand même seul quelque part. Voilà, alors, c'est le lot de la vie du poète. Il y a une sorte c'est à la fois extraverti, mais une force de l'introversion dans la monotonie, l'accumulation, le leitmotiv. Chaque jour, chaque matin, le réveil, etc. Et puis la tenue. C'était le lieu avec les poètes. J'ai bien aimé. Est-ce que tu peux parler un petit peu sur la poésie sonore? Ouais. Comment tu définis, comment tu sens par exemple quand tu déclames, quand c'est une performance, on peut comme dit le considérer chaque action comme une performance aussi, n'est-ce pas? Chaque acte c'est une performance et chacun est différent d'une autre. Oui, hein? Oui, chacun est différent de l'autre, ça veut dire c'est pas le même public, parfois l'interaction. C'est pas la même construction, c'est pas le même regard. Julien Blaine par exemple, lui c'est vraiment la vie des mots et la vie et la performance. C'est moi c'est une performance, mais c'est l'action, la narration du corps que je donne à voir en tant que performance n'est pas aussi près que ça de la performance. C'est une gestuelle, je crée du vent, je brasse,
je brasse du vent, c'est comme si c'était un éventail qui se jouait, qui dansait en même temps que je déclame les mots. Je n'ai pas d'éventail quand je fais des performances. Et c'est ce rapport-là. Je suis, voilà. Il y a les pieds qui sont enracinés au sol, qui peuvent donner une action de mouvement, hein, en arrière, en avant, sur les côtés, tout ce qu'on veut. Mais j'ai pas une narration performative dans le sens où je crée vraiment une performance. Du point A au point B, je donne une narration à voir, à ressentir. C'est, voilà, je sais pas, c'est peut-être pas très clair, hein, mais par exemple, je me souviens, on parlait de Julien Blaine, il a fait une performance, je crois qu'il y avait une machine à écrire et puis des petites lettres. Donc il y a une feuille de papier, tout d'un coup il met de la peinture, il jette des lettres, il joue avec la machine à écrire, il me semble, je ne me rappelle plus très bien. Il jette les lettres, après il met de la peinture sur les lettres et sur le papier, et ça crée un jeu. Après il enlève les lettres, il marche, c'est une feuille de papier très longue, c'est comme un tapis rouge, hein, vous voyez. C'est tout un jeu, alors je l'exprime très mal, il faut l'avoir, je l'adore, c'est super. Et voilà, il y a tout un jeu, toute une narration, moi c'est différent. Moi c'est ça, c'est le corps qui respire avec les mots, et c'est cette narration que je raconte. Et après j'ai fait des performances autour de l'art contemporain, l'art moderne, etc. Ou sur des sujets, la fête, j'ai fait quelque chose sur la cathédrale de Strasbourg, sur le travail, j'ai fait aussi sur les journaux télévisés. Donc voilà, un peu comme Bernard Hitzi qui a fait des poésies-actions autour avec une liste de députés de l'Assemblée nationale. Voilà. Démocratie, ça s'appelle. Voilà, il y a plein de choses. Donc moi voilà, et chacun a son rapport. Ce sont des performances, c'est une poésie-action, ça s'appelle de la poésie sonore, mais chacun son style, quoi, chacun son caractère, chacun utilise le moyen qui ressent le plus près de lui. C'est comme la poésie écrite, c'est totalement différent. Comme un théâtre, on peut dire. Alors moi, des fois on me demande si je fais du théâtre. Ah non, j'ai jamais fait. Ah mais ouais, mais vous avez une prestance, une gestuelle tellement libre, on a l'impression que vous avez fait du théâtre. En fait, je suis un mec du sud-ouest, alors j'ai un corps et des ADN appropriés pour faire ça. Voilà. Bon, ben là, la poésie sonore, j'ai mis un peu de côté pour aller vers la poésie plus classique. Je dois vieillir un peu. Mais j'ai peut-être encore un projet de poésie sonore, mais je suis pas sûr. J'en parlerai pas là. J'aurai peut-être un dernier. Ouais, ça. Ouais, voilà. Mais bon, après c'est ça, on a un rapport avec le public. On fait son action et après il y a le retour du public. J'en profitais aussi pour vendre mes recueils, parce qu'après j'ai fait des recueils de poésie sonore avec les QR codes, hein, le fameux QR code que maintenant tout le monde utilise. On peut voir les 4,40 aux éditions Vibration Édition. Il y a un QR code, après on peut voir les vidéos qui ont été filmées. Bon, bah, écoutez, je vous présente Conversation journalière aux éditions Les Lieux-Dits. La collection Les Parallèles Croisés. Et donc c'est des petites nouvelles, c'est un livre journal avec des nouvelles, mais il y a des entre-poèmes. Entre chaque nouvelle, j'ai écrit un poème de facture classique. Donc je vais vous en lire un. Journée d'un homme nécessiteux et seul. Budget d'un homme pauvre. 3 expressos, 5,40 €. Un sandwich, 2,20 €. Taxi de 100 mètres, 10 €. Cigarette, 6,50 €. Il fait froid dans mon lit chaque matin.
Les yeux mards sont d'un noir humide. Je n'entrevois rien pour moi dans cette société canon. Mes paupières, je résiste. Je ne dois pas les fermer. Je dois terminer mon devoir de hibou homme. Journée d'un homme nécessiteux et seul. Budget d'un homme pauvre. Un expresso, 1,80 €. Chips, 98 centimes d'euros. Réglisse, 50 centimes d'euros. Achat regretté, 2,10 €. Je suis le coq des ordures. Force de constater les hommes approcher. Aucune clôture avec moi. Les hommes s'abîment, ils perdent vie les pauvres. La trouille, la bombe qui gratte la peau du dégénéré misère. Le dernier, journée d'un homme nécessiteux et pauvre, budget d'un homme pauvre, expresso 2,10 €, verre de vin 4 €. Elle se fige la pauvreté. Une lamante prend le pas. L'attente dans la lamante, rien de plus. Fidèle, elle prend tout le sang, encore et encore. Ne viendra jamais l'oxygène réparateur. Fidèle, elle prend tout le sang, encore et encore. Ne viendra jamais l'oxygène réparateur.